Introduction à l'art, partie 1. Madeleine Leblanc. L'art n'est qu'une forme d'expression, un moyen d'extérioriser un trop-plein d'amour ou de souffrance. Alors, effectivement, l'art, c'est un moyen d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on imagine. C'est une forme d'expression, l'art. Bon. C'est de la subjectivité à l'état pur. C'est qu'est-ce qu'on ressent face à telle chose, telle émotion, et on essaye de la transmettre via un média. Alors il y en a, c'est la musique, d'autres c'est la peinture, d'autres c'est la poésie, d'autres c'est la littérature. Chaque art est un média de transmission, de forme d'expression de la subjectivité de l'artiste. Et plus tu as d'émotions diverses et variées, et plus tu as de chances de faire un chef-d'œuvre. Et souvent, les plus beaux chefs-d'œuvre sont issus soit d'un excès d'amour, Roméo et Juliette, ou je sais pas quoi, ou alors un excès de souffrance, un désespoir profond. Certains textes ont été écrits au fin fond d'une prison, dans un état dépressif, une émotion intense, quoi. Soit d'amour, soit de souffrance, soit une extase scientifique aussi, et peut engendrer de très belles poésies artistiques. Mais déjà arrivé ça. Donc deuxième citation, Éric Emmanuel Schmitt. La musique nous aide à construire nos vies spirituelles, nous apaise, nous console, nous redonne de la joie, nous rend allègres, nous fait danser, chanter. La musique, c'est un art, peut-être majeur, peut-être un des plus accessibles des arts et un des plus beaux. T'as pas besoin de 1000 heures de cours théoriques avant d'apprécier une très jolie chanson. Tu peux l'apprécier dès ton plus jeune âge. D'ailleurs, on commence à enseigner les maximes populaires dès le plus jeune âge, par les cantines enfantines. On chante des petites chansons. Et bien sûr, dans la musique, bon, il y a la musique, mais il y a les paroles aussi des fois. Et dans les paroles, certains paroliers sont d'excellents transmetteurs de concepts, d'idées sur le sujet qu'ils traitent. Par exemple, si t'es nostalgique, bon, écoute La Bohème de Charles Aznavour. Alors, excellent. Si t'es nostalgique de tes 20 ans, quand t'es un peu âgé, bon, t'écoutes La Bohème d'Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et etc. Donc, ça nous aide à construire nos vies spirituelles, et des musiques, il y en a un peu sur toutes les thématiques, et des excellentes, des chefs-d'œuvre. Par exemple, sur l'amour, un petit Cabrel, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai, un chef-d'œuvre. Donc après, y a d'autres musiques qui sont plus là pour t'apaiser, comme les musiques de méditation bouddhiste. Voilà, t'as différents styles de musique pour différents styles d'occupation. Tu te mets une petite, si tu veux faire une sieste, tu te mets une petite musique apaisante, méditation bouddhiste, ou une petite musique classique, tranquille. Puis, bon, bien sûr, la musique peut te consoler dans certains cas, ou te donner de la joie, bien évidemment. Quand tu vas en soirée danse, et ben, la musique dynamique te donne de l'énergie et tu as envie d'aller danser avec les jolies femmes. Donc même si tu as eu une journée
où tu t'en es pris plein la gueule, tu vas à une soirée danse, la musique t'entraîne, tu vois des jolies femmes, ou des jolis hommes, ça dépend pour qui, et tu vois des jolies personnes, tu dis tiens la musique, allons draguer, allons danser. Ça redonne beaucoup de joie, ça lave les soucis. Et voilà, et puis aussi, sous ta douche ou n'importe quand, tu peux te mettre à chanter. Et chanter, ça permet de se sentir mieux parfois. Ou d'autres fois, ça permet de donner du courage. La Légion étrangère ou toute armée classique connaît bien le principe des chansons guerrières qui te donnent du courage. Les Vikings en ont pas. Ils chantent en combattant. Allez. Et ça te donne plus de power. Au mieux de te faire chier en combattant, bah, tu combats, mais en même temps, tu chantes. Bon. C'est mieux, c'est divertissant, puis il y a certaines chorégraphies guerrières qui sont en adéquation avec certaines chansons. Troisième citation, Emma Decaune. Je suis actrice pour pouvoir vivre 1000 vies. Et oui, l'acteur, une forme d'art, l'acteur de cinéma, de théâtre, de ce qu'on veut. Et ben en fait, un coup il prend... Enfin, un acteur, un coup il prend le rôle d'un méchant, je sais pas quoi. Un coup il prend le rôle d'un amoureux romantique. Un coup il prend le rôle d'un petit policier ou je sais pas quoi. Il peut jouer dans un peu tous les films qu'il veut, un acteur, et endosser un peu le rôle qu'il veut. Surtout maintenant avec les maquillages, effets spéciaux, tout ça. Tu peux à 20 ans te faire passer pour un vieux de ce que tu veux, 80, maquillage, tout ça. Nos problèmes. Donc en fait, maintenant, à notre époque, un acteur peut jouer un peu tous les rôles. Bon. Cool. Donc, bien sûr, l'acteur, il prépare son rôle en général. Bon, c'est mieux ainsi. Et donc, il essaye de se projeter un peu mentalement, en se disant, tiens, mon film, je vais devoir jouer le rôle de XY. Et il était comment celui-là? Alors, profil psychologique, tout ça. Alors tu réfléchis, alors, si c'est ce mec XY, bon, alors il devait être jaloux, il devait être orgueilleux, il devait être je sais pas quoi. Donc tu fais tout son profil psychologique, tout ça. Et après, en fonction de toi, l'acteur, tu détermines plus ou moins quels paramètres de ton rôle visuel, auditif, tout ça, tu vas montrer à l'autre. Bon. Donc ça permet de s'imaginer, de faire une introspection sur un peu plein de vies différentes. Et très souvent, quand c'est un film au cinéma, c'est que la vie du mec ou de la femme, le rôle principal, bon, il lui arrive toujours, assez souvent, une aventure extraordinaire. Sinon, bon, les vies bateaux, bon, ça mérite pas 150 films au cinéma. Donc Jean Marais, Robolote, nouvelle citation. Je fais du théâtre pour ressentir les sensations que la vie ne m'apporte pas. Eh ben c'est un peu complémentaire avec la citation précédente. Bon, lui, Jean Marais, il faisait du théâtre, du cinéma, tout ça. Mais il aimait bien ressentir dans ses mémoires. Il le raconte. C'était un grand acteur, Jean Marais. Il aimait bien ressentir plein d'émotions différentes. Et il se mettait tellement dans son rôle d'acteur quand il jouait ses pièces de théâtre qu'il arrivait à ressentir certaines émotions que dans sa vie normale, plutôt pépère, il ressentait jamais, forcément.
quand il jouait le roi, je sais pas quoi, dans telle pièce de théâtre, qui disait tiens toi je te décapite. Ça, il n'y a pas tout le monde qui peut le vivre dans sa vie. Hein. Après Václav Havel, le théâtre est un foyer spirituel de la communauté humaine, le point de cristallisation de sa vie spirituelle, un espace de sa liberté et de son contentement. Bon, bien sûr, le théâtre est genre une agora, c'est un lieu de rencontre. Déjà entre l'équipe des acteurs, du réalisateur, tout ça, l'équipe qui réalise. Donc déjà, ça forme une petite communauté humaine d'artistes. Ça dépend des cas, mais si le directeur est plutôt bien et sympa, ça peut être très cool, une compagnie d'artistes. Surtout qui prépare une pièce de théâtre. Un des plus illustres, bien sûr, c'est Molière. Alors là, les mémoires de Molière, c'est une régalade. Et toutes ces pièces de théâtre, des chefs-d'œuvre. Donc, c'est aussi un foyer spirituel. Et bien sûr, les spectateurs qui arrivent rigolent en même temps, pleurent en même temps. Il y a une sorte d'union spirituelle entre ces différentes personnes, une sorte d'intrication quantique. Et bien sûr, quand il y a des chefs-d'œuvre qui sortent du théâtre, du cinéma, tout ça, bah ça affecte l'imaginaire collectif de la société. Par exemple, certains films exceptionnels comme Matrix ou d'autres, Titanic, ont fait une genre de bascule spirituelle. La majorité des gens. Certains livres, certains films très spéciaux, il y a un avant et un après, ça te change un peu. Et donc si l'information, le film, le théâtre, ou je sais pas quoi, est vu par des millions de personnes, bah, ça fait une bascule sociétale. Alors, nouvelle citation. Malou Moulis, l'artiste, c'est celui qui place son âme au cœur de tout ce qu'il fait, parce qu'il voit l'essence des gens, des choses et du monde qui l'entoure. Eh ben oui, l'art, l'artiste, quand il fait son art, eh ben en fait, il faut allier sa spiritualité, son moi intérieur, son moi profond. Faut essayer de le projeter le plus possible dans le média de son art. Alors, si par exemple on fait de la musique, et si on est d'humeur festive, bon, bah, on va peut-être faire une chanson magnifique comme Allumer le feu, chantée par Johnny Hallyday. Bon, alors là, ça donne le peps, tout ça. Puis si on vient de faire une rupture amoureuse, et puis que ça s'est mal passé, et puis on regrette et tout ça, et ben on peut s'appeler Jacques Brel et pondre Ne me quitte pas, un chef-d'œuvre. Bon. Et donc l'artiste, il n'a pas le droit, enfin bon, sauf s'il fait de la littérature, mais même, il n'a pas droit à des milliards de mots d'information pour décrire le mieux possible sa problématique qu'il veut exprimer. Donc il doit aller à l'essentiel, à l'essence même de la chose et la transmettre en le moins d'informations possible. C'est un peu aussi quelque part un travail de vulgarisation. Bon, alors nouvelle citation. Toussaint Girolson Yalens. L'art, c'est comme un miroir, car il reflète notre âme. Bon. Alors ça marche à la fois pour l'artiste qui crée son œuvre, et à la fois pour le spectateur qui regarde l'œuvre. Bon, par exemple, pour le spectateur, si tu vas dans un musée, par exemple, bon, admettons, au Louvre, tiens. Donc un spectateur... le même spectateur à deux moments de sa vie. Un moment où il est dépressif et un moment où il est heureux.
eh ben, le même spectateur, quand il sera dépressif, et quand il verra de belles œuvres d'art, bon, il ressentira peut-être certaines émotions positives, mais ça montera pas très haut. Il sera là, ouais, bon, elle est jolie, l'œuvre d'art, ouais, bon, me touche pas trop, je sais pas quoi. Tandis que le même spectateur, s'il est heureux, jovial, tout ça, s'il a un peu de connaissances artistiques, tout ça, il va se balader dans le musée, et puis il va faire « Waouh, quelle belle œuvre! Ah, ça, j'avais pas remarqué ce détail-là. Oh, il est beau. L'harmonie des couleurs, tout ça. » Donc, en fait, il ressentira beaucoup plus les émotions spirituelles, artistiques. Donc, ça dépend de ton état émotionnel interne. Ce que tu captes de l'œuvre d'art. Il vaut mieux être euphorique, gai, ouvert, que dépressif, fermé et borné. Bon. Et donc pour l'artiste qui crée l'œuvre, c'est pareil. Quand il crée des chefs-d'œuvre, hein, c'est sûr, pas des petites daubes. Et quand il crée un chef-d'œuvre, bien sûr, il y a médité, réfléchi avant. Et en fait, il a projeté une partie de son âme dans son œuvre, quelle qu'elle soit, par le média. Donc en fait, que ça soit pour l'artiste ou pour le spectateur, l'art est comme un miroir de notre âme. On voit l'œuvre d'art, mais on l'interprète par rapport à notre âme. Donc en fait, c'est comme un reflet de notre âme du moment, ce que l'on interprète de l'œuvre d'art. Bon, nouvelle citation. Philippe Néricault. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Ah bah ça. Ah, les critiqueurs. Il y a autant de critiqueurs en général que de spectateurs. Ah bah super. Mais ils n'ont pas tous fait doctorat d'art. Alors bon, il y en a, parce qu'ils ont deux oreilles, ils croient qu'ils sont des critiques musicaux. Ah bah dis donc. Et puis, la critique est aisée, c'est-à-dire que les gens, la majorité en tout cas, allez, balance, allez, critique, ils s'en foutent, ils ont envie, allez. Puis comme la majorité des gens sont plutôt aigris dans la vie, bon bah, la majorité des critiques, c'est toujours une critique négative. Tiens, le petit détail là, il est à la con. Alors que bon, ils observaient la Joconde. Et, oh, il y a une tache en bas à gauche du tableau. Là. Oh, catastrophe. C'est à chier la Joconde. Ouais, super. Et bien sûr, la critique est aisée. La majorité des gens parlent sans savoir. Bon. En revanche, l'art, faire de l'art, bon, et des chefs-d'œuvre, parce que si tu fais de l'art à la noix, bon, c'est pas très dur. Mais si tu veux faire des chefs-d'œuvre, bon, bah, ça c'est pas facile. Puis surtout, d'un certain point de vue, tu dois faire preuve d'originalité dans l'art, parce que si tu recopies la Joconde, bon, tu seras pas très connu, hein, ou comme copiste, bon. Mais en revanche, si t'es Picasso et tu peins l'œuvre des taureaux, les 6 ou 7 peintures de dessins des taureaux, du même taureau, d'un point de vue symbolique différent, chef-d'œuvre, originalité, chef-d'œuvre, renommée. Donc la critique est aisée et l'art est difficile. Un grand philosophe, Alain. L'amour et l'art touchent l'essence de tout être. Ils affectent notre conscience dans le provisoire comme dans l'éternel. Et certaines musiques, par exemple, la première fois que tu les écoutes, elles te transportent, elles te procurent des émotions pharaoniques. Et elles te touchent au plus profond de toi. Donc sur le moment, évidemment, elle te perturbe, elle te procure des émotions pharaoniques. Et puis, certaines d'entre elles, pas toutes, les musiques ou les peintures,
te font un changement spirituel. Il y a un avant et un après la découverte de certaines œuvres d'art. Par exemple, dans la compréhension de la folie, par exemple, j'ai eu un avant et un après ma lecture du livre Le Horla de Maupassant. Bon, avant que je lise Le Horla de Maupassant, j'étais jeune, c'est bon, la folie, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. Il y a des tarés dans les hôpitaux psychiatriques, bon, je sais pas. Je lis Le Horla de Maupassant. Ouah. Oh bah bédin. Faut s'accrocher, hein. Et puis c'est pas facile à comprendre. Me dire, ah bah tiens, c'est ça un peu la folie, hein, tiens. Donc j'ai commencé à comprendre un peu la folie grâce au Horla de Maupassant. Et donc ça m'a changé, clac, mon niveau de compréhension de façon éternelle, entre guillemets. Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Dans l'art et dans la science, aussi bien que dans l'action et la pratique, l'essentiel est de saisir nettement les objets et de les traiter conformément à leur nature. Alors bien sûr, science et art sont un couple de concepts opposés en forme de yin. Mon postulat 2 dans les fondements de l'existence. Bon, ok. Donc ils ont un peu la même nature. La science c'est l'objectivité, l'art c'est la subjectivité. Donc il t'explique, Goethe, que d'abord la base, l'essentiel de la base, c'est de comprendre de quoi tu parles, de quelle problématique tu parles, de quel objet tu parles. Faut savoir de quoi tu parles. Puis en profondeur. Si tu veux parler d'amour, bon bah faut connaître un peu ce que c'est que l'amour, et puis plus qu'un peu. Donc il faut comprendre de quoi l'on parle, l'objet de notre problématique, et de transmettre des informations en adéquation avec les vérités de cet objet, de cette problématique. Donc il y a tout un travail préparatoire avant de créer une œuvre d'art, surtout un chef-d'œuvre. Il faut parfois y réfléchir très longtemps. Par exemple, Rodin expliquait que avant d'attaquer son cube de marbre ou je sais pas quoi, il se mettait devant à l'observer pendant des heures, et puis il réfléchissait. Bon, alors je vais faire ma statue comment, quel détail, tatati tatata. Donc il se mettait devant son gros bloc de cailloux, puis il méditait pendant des heures en observant le gros caillou. Et c'est marqué dans certains livres d'anecdotes, où les couillons disaient « Mais qu'est-ce que tu fais devant ton gros caillou ?» Bon, laisse tomber. Après, deuxième citation de Goethe. Le patriotisme est étranger à l'art et à la science. Tous deux appartiennent, comme tous les nobles productions de l'esprit humain, au monde entier, et ils ne peuvent être perfectionnés que par un concours général et libre de tous les hommes d'une même époque, travaillant les yeux fixés sans cesse sur les chefs-d'œuvre et les découvertes du passé. Ah bah ça, en science, on sait bien que la science, c'est universel, tout ça. Surtout en maths, nous, les matheux, on est pour les maths pour tout le monde. Il n'y a pas de religion, sexe, je sais pas quoi. Non, pour les hommes, pour les femmes, pour les petits, pour les grands, pour les verts, les blancs, les jaunes, les je sais pas quoi. Pour tout le monde, c'est simple, on se fait pas chier à réfléchir. Bon, alors on fait des maths pour qui ? Pour une sous-catégorie X, Y, Z, T ou je sais pas quoi. Non, pour tout le monde. Allez hop, comme ça, c'est simple. Tous ceux qui veulent apprendre des maths, c'est open bar. Pour tout le monde, à accès libre. Bon. Donc, la science en maths, on sait bien que le patriotisme, c'est pas... non, c'est l'universalité
les sciences, surtout les maths. Et l'art, c'est pareil, c'est en yin yang, tout ça. Mozart, bon, c'était un Autrichien, bon, bah, très bien, on s'en tape de sa nationalité. Moi, j'écoute sa musique, bon, super. Qui ça d'autre, Ramanujan, par exemple, un des plus célèbres mathématiciens. Bon, bah, il était indien, bon, bah, si, on s'en tape. Un Indien, bon, des Indes, très bien. On s'en tape de la nationalité, du sexe. Éminothère, par exemple, la plus célèbre mathématicienne. Bon, elle a pondu, je sais pas combien de théorèmes. Je les ai pas tous lus, j'ai pas eu le temps. Mais j'en connais rien sur Éminothère. Elle a pondu les anneaux noethériens. Elle a pondu l'invariance de l'énergie matérielle. Bon, bah, magnifique, une femme mathématicienne au sommet, peut-être que c'est elle la meilleure des meilleures des femmes mathématiciennes. On se serait privé de chef-d'œuvre absolu si on avait dit, ah bah non, les maths, c'est réservé qu'aux hommes, qui est con. Donc c'est pour ça, nous les maths, c'est ouvert à tout le monde peut en faire, tout le monde peut accéder aux maths. Ni discrimination d'aucune sorte, ni sexe, ni nationalité, ni handicap, ni je sais pas quoi. Non, c'est simple, pour tout le monde. Voilà. Donc, l'art, c'est pareil. La musique de Mozart, tout le monde devrait avoir le droit de l'écouter tranquille. Pas parce qu'il est autrichien et que toi, t'es je sais pas quoi... T'as pas le droit d'écouter Mozart. Ou alors, je sais pas. Si t'es chinois, pourquoi t'aurais pas le droit d'écouter certains philosophes japonais, bon, même si, bon, pas forcément tes copains, les japonais, bon, quand t'es chinois. Bah, tu peux apprendre le karaté qui vient du Japon, pas parce que y a certains connards japonais que le karaté japonais n'est pas une très bonne chose. Donc, voilà. Et donc, c'est tellement compliqué, les sciences et les arts, surtout les sciences, et surtout les mathématiques, qu'on a intérêt à se réunir entre spécialistes du même domaine, peu importe l'origine, l'espèce ou tout ça. On a intérêt à se réunir en communauté et travailler en équipe, avec un Américain, un Chinois, un Australien, ce qu'on veut. De toute façon, maintenant, avec les communications Internet, téléphone et compagnie, télétravail, c'est facile. Donc on n'a plus besoin d'être en face à face. Bon. Et bien sûr, quand tu veux apporter ta pierre à l'édifice scientifique à l'humanité, donc rajouter une nouvelle pierre, bah, faut déjà connaître un minimum les anciennes pierres. Parce que si tu redécouvres le fil à couper de beurre, bon, ou si tu redémontes le théorème de Pythagore après 20 ans de recherche, bon, super. Donc il faut savoir un minimum la science du passé et les arts du passé, pour entre autres ne pas trouver les choses qui ont déjà été trouvées. Et puis aussi pour se nourrir d'idées magnifiques, de concepts fabuleux, de chefs-d'œuvre artistiques. De temps en temps, j'aime bien écouter Beethoven, Bach, de temps en temps, un petit Chopin ou Vivaldi, ah bah c'est sympa. Donc c'est de la musique magnifique, donc de temps en temps, un petit chef-d'œuvre du passé, ah, sympa. Allez, citation suivante, la dernière pour la route, de mon premier chapitre. Hermanès, l'art s'était efforcé de tout temps de donner un moyen d'expression à ce besoin inexprimé de divin qui est en nous. Et oui, on a tous Dieu, l'ensemble temps vide, au fin fond de nous. Donc, on a tous une relation un peu agapée, d'amour agapé, spéciale avec Dieu. Bon, c'est compliqué.
surtout ceux qui ont une forte spiritualité. Leur amour agapé est assez fort. Donc souvent, certaines œuvres artistiques, spirituelles, théologiques, tout ça, sont magnifiques. Un des meilleurs exemples, peut-être, d'œuvres inspirées de Dieu, enfin, inspirées de la théologie, de la recherche de Dieu, tout ça, qui est un des meilleurs, peut-être c'est d'aller visiter la chapelle Sixtine. Bon. On voit une peinture absolument magistrale. Bon. Donc l'art peut aussi servir de média à la spiritualité, à la beauté de la spiritualité. Voilà ma première vidéo artistique.